Alors, Marmande, c'est une commune du Lot-et-Garonne, donc c'est une des deux sous-préfectures du Lot-et-Garonne. Donc, on est également en territoire rural, comme Blasimont, bien que Marmande fasse quand même 19 000 habitants. Euh, c'est Qu'est-ce que je peux dire de plus sur Marmande, qu'elle se situe entre Agen et Bordeaux, et qu'on est sur une population qui est très peu représentée sur la tranche des 25-40 ans. En fait, on est plutôt sur une population plutôt vieillissante, avec, voilà. Donc avec ce souci quand même chez nous d'attirer ce public-là qui est déjà un peu présent sur le bassin de vie, quoi. Donc, voilà. Je sais pas, vous voulez que j'ajoute quelque chose? Moi, ça Vous me semble m'entendez? Parce que moi, bien. j'ai plein de bips sans arrêt, de trucs bizarres. Oui, je pense que c'est que dès que quelqu'un se connecte, ça nous fait une petite sonnette. Enfin, bienvenue à tout le monde. D'accord, Merci Sophie et Yann pour le contexte. voilà. Donc, tous les deux, vous avez mené des projets co-construits. Donc, c'est l'extension de la bibliothèque de Blasimont. C'est la mise en place d'un service de médiation numérique sociale à Blasimont aussi. Ce sont des ateliers d'acquisition participatif à Marmande et c'est la construction d'une grénothèque. Donc, bien, je vous cède tout de suite la parole pour que vous nous expliquiez ces projets. Yann, je vous laisse démarrer. Ah, à vous la parole, Yann? Non? Vous m'entendez? Compliqué. J'entends la moitié des mots, pour ma part. J'espère qu'on m'entend. Bah, prenez donc la parole, comme ça. Donc, alors oui, donc nous avons mis en place des ateliers d'acquisition participative qui consistent, bon, l'idée c'était de faire participer le public à nos acquisitions pour les sensibiliser sur notre métier et également de, de faire, d'avoir une animation qui soit un petit peu ludique sur ce thème. Donc le principe est assez simple. Ici, sur Marmande, nous avons 3 libraires indépendants, donc 2 généralistes et un spécialisé dans le comics. Nous avons à chaque fois demandé à l'un d'entre eux de nous fournir une trentaine de livres, une sélection sur une thématique, avec l'engagement que nous ferions l'acquisition de au moins la moitié des documents. Donc, une fois les documents fournis, on réunit les gens qui veulent participer. On installe les lieux le plus confortablement possible, quelquefois avec des petites lampes, des fauteuils, etc. On essaye de faire un lieu convivial. Et puis les gens feuillettent les documents. Sur certains, comme les BD, c'est plus facile, ou les comics, c'est plus facile de parcourir. Donc, ils ont à peu près 1 heure, 2 heures de temps pour. On leur fournit des petits stickers qui sont un petit cœur, un sourire et puis quelqu'un qui fait la tête. Euh, et, euh, et puis, donc, ils apposent chacun leur sticker sur les documents. À la fin de cette partie de la séance, on se retrouve avec des livres pleins de stickers. Et donc, excusez-moi, on m'appelle et c'est bien embêtant. Je vais refuser l'appel. Donc, on se retrouve avec… Oui, je rappelle. Ça, j'avais prévenu de ne pas me déranger, mais voilà, il y a la ligne directe. Donc, où j'en étais. Donc, les différents livres se retrouvent avec plusieurs stickers. Et donc, en fait, après, c'est une discussion entre les participants pour savoir ce qu'ils ont aimé dans tel document, ce qu'ils n'ont pas apprécié. Et finalement, tout le monde se décide pour l'acquisition de tel document. On l'a fait sur les sujets de la BD 2 fois, une sur les comics, on l'a fait sur le roman terroir.
sur le récit de voyage, sur le roman policier. Donc, on a un petit peu d'expérience sur le sujet. De mon point de vue, ça reste une expérience très intéressante, mais qui reste quand même dans le domaine de l'animation, qui est proche de lecture habituelle, avec cette phase supplémentaire. Parce que ce que les gens viennent essentiellement, c'est la discussion de fin, où ils peuvent échanger sur ce qu'ils ont pu découvrir. Voilà. Ça, c'était sur le sujet des acquisitions participatives. Je ne sais pas si je parle de l'agrénothèque, qui est un plus petit sujet tout de suite. Donc là, c'est très simple, c'est une Si, je pense que association. vous pouvez présenter la Grénothèque. Oui, Je vous ai pas la entendu, en fait. Grénothèque, oui. Je ne vous ai pas entendu, c'est haché. Oui, donc la Grénothèque, on travaillait avec une association marmandaise qui s'occupait déjà de ça toute seule dans son coin. On s'est rapproché d'eux. On s'est dit que ce serait bien que ce soit chez nous. Alors, c'est très simple, on leur fournit un meuble qui est ce dont vous devez avoir des meubles comme ça chez vous, c'est-à-dire des anciens meubles de fiches. Donc, on leur a fourni un meuble comme ça, avec des petits tiroirs à fiches à l'ancienne de bibliothèque. Et puis, donc, ils viennent eux-mêmes emballent les graines et viennent s'occuper sur place de ce meuble et l'animer. Donc, de temps en temps, il y a une équipe qui vient aussi l'animer auprès du public. C'est à l'entrée de la médiathèque, donc c'est très visible. En fait, je parlais aussi Yann, de ce sujet de la graine. Yann, on me demande Oui. quelle est la fréquence des ateliers et combien il y a de participants. Et aussi, est-ce que les livres en rapport avec les ateliers sortent plus? Alors, justement, puisque évidemment c'est le fond du sujet, ça dépend des sujets. C'est-à-dire que, et c'est normal, je pense que les ateliers d'acquisition sur la BD trouvent plus facilement un public, et je pense que c'est un peu évident. Il est facile d'avoir une idée rapide sur une BD, hein, du graphisme, de l'histoire, etc. Alors que sur un roman policier, c'est plus difficile. On est obligé de rentrer un peu dedans, donc c'est un sujet qui est difficile. Sur le roman terroir, on a eu peu de gens. En fait, il me semble que de mémoire, il y a 5 personnes qui sont venues. C'était très peu. On pensait avoir plus de monde parce que nous, on a un gros public sur ces secteurs-là. Ils ne se sont pas déplacés. En BD, c'est plus une vingtaine de personnes qui sont présentées à chaque fois. Voilà. Et alors, pour ce qui est de la... Ensuite, une fois que... Oui, je n'ai pas fini tout à l'heure avec le téléphone. Une fois qu'il y a eu des documents ont été acquis, ils bénéficient eux-mêmes d'un sticker, gros sticker qui stipule que ça a été acquis par ce biais. Et en fait, ce qu'on constate, c'est que le reste du public n'est pas particulièrement intéressé par, pas plus que ça, par le fait qu'on ait des documents qui étaient choisis par d'autres personnes du public, en fait. Voilà. Donc, on en reparlera après. Pour moi, ça reste quand même vraiment une animation qui est proche du club de lecture, pour le moment, d'après notre expérience, plutôt qu'un enrichissement réel qui valoriserait, enfin, qui serait supérieur aux compétences d'un bibliothécaire ou quelque chose comme ça. Je pense que ça n'a vraiment rien à voir. Et d'autres publics, en dehors de ceux qui participent à l'atelier, seront plutôt intéressés, en fait, par le choix des bibliothécaires que par ceux des autres usagers. Sauf, par exemple, peut-être pour le terroir, mais bon, il y a tellement peu de gens qui ont participé que, voilà. Et c'est quand même un public très spécifique. Voilà. Ce que je peux en dire, je ne suis pas pessimiste. Je pense qu'il faut continuer, mais il faut garder ça à l'esprit. Merci Yann. Je ne sais pas si Florence, vous voulez tout de suite poser des questions à Yann. J'ai vu qu'il y avait eu pas mal de commentaires durant son intervention.
Oui, alors parmi les questions, c'est celle que je viens de lui poser, c'est-à-dire le nombre de participants et si les livres sélectionnés sortent davantage. Je crois que sa réponse concernant le fait que les livres ne sortent pas plus parce qu'ils ont été choisis par des usagers que par des bibliothécaires, elle laisse en effet beaucoup de place à la réflexion. Parfait. On me demande s'il y a un sticker, un avis, sur le sticker, un avis qui permet de savoir pourquoi ce document a été choisi. Non, non, on n'est pas allé jusque-là. Ça pourrait être intéressant. On n'est pas allé jusque-là. Bon, après, on se retrouve quand même avec des documents qui ont plein de stickers déjà. Donc, parce qu'on les laisse en fait à l'intérieur, hein, on les laisse en quatrième de couverture, on les laisse. Donc les gens peuvent voir qu'ils ont été appréciés par un certain nombre de gens, mais les raisons pour lesquelles ils ont été appréciés, non, ça ils ne savent pas. Il n'y a rien qui l'indique. Sur la fréquence, ça a été, cette année avec toutes les perturbations qu'on a eues, on n'en a pas fait, mais ça a été à peu près tous les 2 mois. Ça n'a pas été quelque chose de régulier, hein, ça a été, voilà. Merci Yann. S'il n'y a pas d'autres questions, je propose qu'on laisse la parole à Sophie-Marie pour qu'elle nous en dise plus sur ces projets co-construits. Donc, je vous rappelle qu'il s'agit de l'extension de la bibliothèque de Blasimont et la mise en place d'un service de médiation numérique sociale. Oui, alors je vais les brosser rapidement et vous pourrez retrouver les descriptifs sur le site d'Alca justement, puisqu'il y a eu des fiches sur ces projets qui ont déjà été présentés à 2 journées de l'inventivité. Alors l'extension de la bibliothèque de Blasimont, en fait, il y a eu une rencontre entre ce moment où les élus réfléchissaient à agrandir la bibliothèque parce qu'ils y voyaient un grand intérêt, et une demande des usagers. En fait, c'est plutôt un échange. Des usagers ont partagé avec moi l'idée qu'ils avaient de créer une association dans la commune pour mettre en place un Fab Lab. Et comme on avait, nous, le projet d'agrandir la bibliothèque, on pouvait y mettre des nouveaux services. Donc, je leur ai proposé qu'on étudie ensemble la faisabilité de créer un Fab Lab au sein de la bibliothèque, plutôt que de faire une association supplémentaire dans la commune et que ça concerne tous les usagers de la bibliothèque. Et c'est comme ça qu'on a du coup envisagé ensemble l'ensemble de l'extension de la bibliothèque. On s'est pris à rêver dans le cadre de réunions qu'on a organisées où venez qui voulait, eh bien, les différents services que les usagers souhaiteraient trouver dans la bibliothèque. Alors en plus du Fab Lab, il y a eu aussi d'aborder le traitement de l'image. Donc on s'est équipé de super outils, notamment Scanner, pour traiter l'image. Enfin, Scanner et pas que, après des logiciels. Hein. On a un logiciel professionnel pour faire des vidéos. Voilà. Et c'est sur cette phase-là préalable de réflexion commune, parce qu'en fait, une fois qu'on a échangé sur les services idéaux, la bibliothèque rêvée en fait, eh bien, on a pu mettre sur papier, voir si ça allait tenir dans l'espace, qui était contraint quand même. La bibliothèque n'est pas si grande, hein, elle fait 150 mètres carrés. Alors pour 950 habitants, c'est bien, mais pour beaucoup de services, c'est peu. Eh bien, on a réussi à créer ces espaces et maintenant, eh bien, ils vivent. Voilà, bon, ça, c'est une autre étape de notre table ronde, hein, c'est la vie de ce qui a été co-créé. Donc ça, c'est pour l'extension de la bibliothèque. Et la médiation numérique sociale, alors c'est une réalisation qui a été faite avec un établissement d'aide à domicile. Et ensemble, ça a été complètement co-créé, mais à l'instigation du programme Sapiens, donc de la Gironde. Donc c'était très suivi. Et ça a été très important dans la réussite de ce projet.
d'avoir un cadre récurrent qui oblige à s'interroger ensemble, parce qu'on était vraiment deux partenaires, la bibliothèque et le centre des aides sociales. Et donc, le fait qu'il y ait ce cadre d'appel à projet Sapiens, ça a permis d'avancer, de valider les étapes et d'arriver à quelque chose de très réussi, donc, où des aides à domicile ont été équipées de tablettes numériques pour avoir un temps d'échange différent avec les personnes chez lesquelles elles interviennent à domicile. Et il y a eu aussi un aparté aussi avec la structure ESAT, donc qui s'occupe des personnes touchées par la maladie d'Alzheimer, donc dans le même esprit. Voilà. Est-ce que j'en dis plus ou on retrouve tout le détail de cette opération sur les panneaux réalisés par Alka à une journée de l'inventivité? Il y a une question, quelqu'un demande à ce que tu explicites en quoi le Fab Lab est une co-construction. Alors, ce qui a été co-construit, c'est déjà le fait qu'il y en ait un. Parce que dans les premiers projets d'extension de la bibliothèque, ça n'avait pas été abordé. Les services qui étaient présupposés arrivaient en plus. On était une bibliothèque on ne peut plus classique en zone rurale, c'est-à-dire avec des livres et des CD, suivant en cela donc les ressources de Bibliogironde, hein, puisque bien sûr, beaucoup de documents viennent du département. Et donc, on offrait au public sur place des livres et des CD et en plus, bien évidemment, toutes les ressources numériques de Bibliogironde. Et on avait, grâce à l'opération de médiation numérique sociale, donc on avait acquis des tablettes. Alors oui, quand je dis on offrait des livres et des CD et un espace multimédia, bien sûr, quand même, avec des ordinateurs. Hein. En plus, donc, on avait des tablettes et ça a permis d'introduire le jeu dans la bibliothèque, puisque les tablettes n'étaient pas prêtées à l'extérieur, à l'exclusion de l'action de médiation numérique sociale avec les aides à domicile. Le résultat, elles restaient dans la bibliothèque, elles étaient utilisées par les jeunes et très vite, ça a été pour jouer. Donc comment vous avez co-construit le Fab Lab? Quand on a réfléchi à agrandir la bibliothèque, de fait, on a pensé à y mettre du jeu vidéo. Et le Fab Lab, c'est arrivé comme ça, suite à une demande, enfin pas une demande explicite, mais un souhait d'usagers de la bibliothèque d'en créer un dans la commune. Donc on a dit, faisons-le ensemble, profitons de cet agrandissement de la bibliothèque pour voir si on ne pourrait pas le faire dans la bibliothèque et comme ça, lui donner une vie plus évidente, voilà, que par le biais associatif. Et donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que les personnes qui sont à l'initiative de ce projet, du coup, maintenant, c'est elles qui le font vivre dans la bibliothèque. Voilà. Je ne sais pas si je suis suffisamment... Si, pour moi, c'est clair, merci. En fait l'idée, pour moi, l'idée sous-jacente, c'est vraiment que les projets ne sont intéressants, et je crois l'avoir perçu dans l'expérience de Marmande avec Yann, parce que quand on voit que les autres lecteurs ne sont pas forcément intéressés de savoir que certains des lecteurs à la bibliothèque l'ont choisi, je pense que les projets ne sont intéressants que s'ils émanent de besoins du public. Et je pense que ce qui est important, c'est d'être extrêmement à l'écoute de ces besoins et d'interagir avec ces besoins dans la mesure du possible. Je ne sais pas si je suis claire. Si, moi je trouve ça clair et justement ça amène sur la question suivante que je voulais vous poser, donc je vais me permettre de la formuler. Donc finalement, pourquoi êtes-vous allé chercher des publics pour co-construire des projets? Pourquoi avez-vous décidé de dépasser le cadre classique de l'action publique construite par des décideurs publics pour en investir les citoyens?
Pourquoi cette démarche? Question difficile. En fait, je ne sais pas si on a porté la réflexion jusque-là. Nous, tout simplement, on avait envie de, de faire participer le public d'une manière. Enfin, on essaye toujours de plein de façons d'impliquer le public dans les animations qu'on met en place. Donc là, ça nous a paru euh, être quelque chose qui pouvait être intéressant. On avait fait une autre expérience qui n'a pas duré très longtemps, qui a été comparée quelquefois sur les réseaux sociaux un peu au chariot de livres, c'est-à-dire qu'on avait mis en place un meuble dans lequel les usagers pouvaient mettre les livres qu'ils avaient aimés. Et pour les conseiller en quelque sorte aux autres, puisqu'on sait très bien dans une bibliothèque que le chariot de retour intéresse toujours tout le monde et que beaucoup de gens viennent chercher ce qu'il y a dans le chariot de retour. Donc on s'était dit, tiens, pourquoi pas faire l'espèce d'extension de ce chariot de retour directement avec les usagers qui mettraient dans un meuble les documents qu'ils ont aimés. Donc ça nous a paru aussi à l'époque intéressant. Et en fait, après, très rapidement, on s'est aperçu que non, les gens, le public d'une manière générale, ne va pas tellement chercher ce qui a été mis en avant par les autres usagers. Alors, je ne sais pas pourquoi, on pourrait s'interroger là-dessus, c'est intéressant. Et peut-être qu'il y a aussi une forme dans notre société, tout simplement, d'individualisme ou quelque chose comme ça, qui fait qu'on ne s'intéresse pas forcément à la vie collective. Ça, on le voit souvent dans toutes les tentatives de gestion participative, c'est quelque chose qui arrive souvent. Ça concerne quelques personnes qui s'impliquent pour la collectivité, etc., ou qui donnent un sens à ça, et puis tout autour des tas de gens qui s'en désintéressent totalement. Donc je pense qu'on touche là vraiment à quelque chose qui fait partie de notre société. Voilà. Je me permets de rebondir parce que quand vous dites finalement tout le monde ne s'investit pas dans ces projets participatifs, en creux, ce sont peut-être toujours les mêmes. Est-ce que justement dans les projets co-construits que vous avez menés, vous êtes parvenu à attirer un public différent, non fréquentant, un public que vous souhaitiez attirer qui ne venait pas, ou une surprise aussi pour vous, une participation que vous n'envisagiez pas, ou est-ce que vous aussi vous constatez un petit peu la limite de la méthode participative qu'on souligne tous régulièrement, à savoir on a notre volant de participants et qu'on a du mal à élargir à l'ensemble de la population pour vraiment être dans une démarche d'empowerment citoyen. Et je vous prie de pardonner l'anglicisme. Oui, en fait, oui, je crois que notre expérience nous montre qu'effectivement, on n'a pas réussi, enfin, sauf sur la BD un petit peu, parce que, alors, sur la BD, je pense que beaucoup des gros lecteurs de BD ont peu l'occasion d'échanger sur la chose qui les passionne. Donc, en fait, ils sont venus plus nombreux. Et on a découvert à cette occasion des gens qu'on n'avait pas l'habitude de voir dans les autres animations, effectivement. Mais ce n'est pas non plus des publics non fréquentants. C'est des publics qui viennent et qui sont discrets d'habitude. Et qui, là, se sont exprimés. Donc, c'était quand même intéressant. Je ne sais pas qu'il faut regarder, si c'est là que j'ai l'habitude, je vous regarde. En fait, c'est la caméra qu'il faut regarder. Donc, on reste quand même sur ce schéma-là un petit peu de choses qui prend, mais qui n'emporte pas l'ensemble de la population. Bon, je crois que si on réessayera des choses, hein, évidemment, on n'est pas, mais là, on reste vraiment sur une forme de club de lecture un peu améliorée. En fait, je crois que suite à notre expérience, c'est la conclusion qu'on peut en tirer. Alors, une question, on me demande d'après vous trois, donc Julie aussi, quels seraient les services à développer en co-construction, justement, qui soient autre chose qu'un club de lecture amélioré?
Moi, je répondrai ce que j'ai dit tout à l'heure. Enfin, quand Julie m'a posé la question, j'ai répondu ce encore à découvrir. Et en fait, en ce sens, je pense que c'est en étant à l'écoute de nos publics, ou du territoire d'ailleurs, parce que tout le territoire n'est pas notre public encore, et que ces services peuvent émerger. Parce que j'en profite pour répondre à une question précédente là, qui disait je ne vois pas en quoi le Fab Lab c'est de la co-construction. Mais en fait, ce que j'ai raconté, c'est que c'est la genèse du Fab Lab qui a été co-construite. Voilà. Après, maintenant, le concept de Fab Lab en soi, bien sûr que c'est de la co-construction, puisque chacun y apporte ce qu'il vient y chercher. Donc, je n'ai pas parlé des outils qu'il y a dedans. Il y a des imprimantes 3D, mais il y a aussi une machine à coudre, hein, puisqu'il y avait un petit atelier couture. Donc, on l'a équipé. Donc, ça, c'est arrivé parce qu'il y a un atelier couture et qui marche. Hein, il y a des... Et puis en plus, il est intergénérationnel, c'est intéressant. Donc, voilà comment on co-construit. On a un service qui se crée et on apporte une réponse technique ou un horaire, un temps d'accueil. Voilà. Comment on construit, mais parce qu'il y a une demande, d'un bénévole. Alors là, ce sur quoi il faudrait peut-être insister, c'est qu'on est en zone rurale. Et autant en ville, il n'y a pas de bénévoles, autant à la campagne, l'activité des bibliothèques repose souvent beaucoup sur les bénévoles. Alors nous, à Blasimont, on a la chance d'avoir du personnel professionnel, mais il y a aussi des temps d'accueil qui sont réservés aux bénévoles. Et c'est dans ce contexte que l'atelier couture est arrivé. Et donc, finalement, on est déjà naturellement dans un fonctionnement co-constructif. Parce qu'à partir du moment où on accueille et qu'on anime une équipe de bénévoles, forcément, ces personnes ont des idées et sont force de proposition pour des services auxquels on n'aurait pas forcément pensé. Moi, personnellement, je n'avais pas comme première idée de faire un atelier couture à la bibliothèque. Voilà. Mais c'est arrivé parce que, en fait, c'est un couple de bénévoles qui fait l'accueil du samedi matin. Le temps du samedi matin est réservé à l'équipe de bénévoles qui accueille. Les gens sont responsables complètement de la bibliothèque. Et c'est important. Et ils ont vraiment ce temps d'accueil qui leur appartient. Là, il venait, madame accompagner monsieur, et elle a dit, mais moi, je fais rien, et je sais coudre, je sais faire un atelier couture. Voilà. Quelque part, aussi de la co-construction, ça. Sophie, une question d'Aurore. Est-ce qu'on propose aux usagers du Fab Lab des moyens de s'entraider en direct ou en créant leur propre tutoriel? Oui, complètement. Complètement. Alors, on a eu une très jolie expérience d'un jeune qui était dans la création de jeux vidéo sur des plateformes là, qui sont dédiées à ça. Et il y a toute une petite équipe qui s'est constituée autour de lui. C'est les usagers du mercredi après-midi, hein, et qui venaient l'aider, faire les personnages, tout ça, à mener à bien son projet. En fait, c'est un jeune qui avait même pas 16 ans encore, et il est devenu chef de projet. C'est fou quand même. Et ça s'est fait tout seul. Sophie, comment vous êtes allée chercher les publics pour qu'ils participent? Quel public ont co-construit avec vous ce projet de Fab Lab? Comment cette aventure s'est construite en fait? Alors, ce sont des usagers de la bibliothèque au départ. Et qui en ont amené d'autres, et tout simplement. C'est vrai, je ne suis pas allée les chercher à l'extérieur, ils sont venus tout seuls parce qu'ils étaient déjà usagers de la bibliothèque. Une question, je pense pour Yann. Est-ce que les choix faits par les adhérents sont très différents de ceux qu'auraient fait les professionnels seuls? Je lis les questions des participants. Oui, j'ai vu. Non, je ne dirais pas ça. Après, c'est aussi tout
toute la limite aussi de cet exercice, hein. C'est-à-dire que de toute façon, on demande à un libraire de faire une sélection d'une quantité de documents qu'il va mettre en avant. Et donc, déjà, si on voulait faire d'ailleurs, on y avait pensé, hein, mais c'était un petit peu compliqué. Peut-être qu'on pourra le faire un jour. Si on voulait faire un vrai atelier d'acquisition participative, il faudrait amener notre public dans une librairie au minimum et qu'il puisse tout regarder. Là, forcément, en prenant une sélection de 30 documents, forcément, implicitement, on guide un peu leur choix. Et je pense que de toute façon, d'une manière générale, c'est des documents qui auraient été achetés par notre équipe. Oui. Non, il n'y a pas eu de surprise. Pour que ça fonctionne comme ça, il faudrait vraiment fonctionner différemment et trouver un moyen de laisser vraiment libre cours après, en parlant comme ça m'évoque des idées d'ailleurs, mais comment laisser véritablement libre cours au public de choisir et voire de découvrir des choses que même nous n'aurions pas découvert nous-mêmes. Ça, c'est quelque chose d'intéressant à mettre en place. Pour le moment, là, ce n'est pas le cas, ce n'est pas ce qu'on a fait. Donc, pas de surprise. Non. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je crois que un membre de l'assistance nous avait demandé quel serait le projet à co-construire. S'il y avait un autre projet à co-construire, lequel serait-il? Pour ma part, et pour vous laisser un peu de temps de réflexion et de pause, Sophie et Yann qui sont quand même très sollicités, je parlerai peut-être de l'exemple de la bibliothèque de Zoetermeer en Hollande, qui s'appelle le Cube, qui est une bibliothèque qui propose plusieurs espaces au sein de la bibliothèque. Et ces espaces sont dévolus aux associations ou à la proposition citoyenne libre pour proposer des animations ou des permanences. Alors, la proposition citoyenne libre, elle est du même genre que celle de l'atelier 4C des champs libres à Rennes. Je pense que vous la connaissez bien, cette proposition. Ce sont des fréquentants, donc soit du musée, soit de la bibliothèque, parce que les champs libres, il y a aussi un musée à côté, qui vont proposer des ateliers qu'ils peuvent mener au public, qu'ils proposent ensuite au public de la bibliothèque. Donc, c'est l'institution bibliothèque, mais à disposition un espace et une organisation. Quelqu'un qui s'occupe d'organiser les demandes, de les mettre dans un planning, de vérifier qu'elles soient en ligne avec la politique de l'établissement et de la collectivité. Et l'autre type d'espace proposé à la bibliothèque de Zoetermeer en Hollande, ce sont des espaces dévolus aux associations. Et c'est intéressant aussi puisque ça permet de sortir du concept de participation stricto sensu, où vraiment on est dans une forme peut-être un peu utopique, hein, c'est ce que vous soulignez Yann, d'une participation libre des citoyens, mais quand on se pose la question de qui participe, bien finalement c'est des personnes qui nous connaissent et nous fréquentent. Alors que quand on propose des espaces de permanence à des associations, c'est-à-dire que là, on fait la démarche d'aller vers des associations. Donc là, dans cette bibliothèque, ils sont allés vers des associations de santé, nutrition, droits des minorités, accès aux droits, accès aux aides de base, soutien scolaire, enfin vraiment tout type d'associations qui vont avoir des permanences et des espaces d'ateliers. Ce qui est intéressant, c'est que du coup là, on va chercher par l'intermédiaire d'un professionnel, d'une association, un public qui ne nous connaît pas forcément. Et c'est un projet de bâtiment que je trouve intéressant. Et c'est un projet qui a été co-construit avec les associations présentes dans la ville de Zoetermeer. Voilà, alors du coup, je laisse Sophie et Yann répondre sur leur projet idéal de co-construction. J'étais tentée pour répondre, j'ai regardé les questions, enfin, ou les affirmations, et je voulais préciser quand même que tous ces
enfin, que les espaces qu'on a et donc ces services qu'on a mis en place, et évidemment, ils sont appuyés par les documents qui les concernent. Hein. Donc, il y a un fond documentaire enrichi sur, il y est fait allusion là dans une de la part de Roxane, sur les documents qui touchent à la couture par exemple, ou les documents qui touchent à la création numérique. Enfin bon, il y a un environnement documentaire qui fait qu'on est quand même toujours dans une bibliothèque. Enfin, c'est assez clair. Pour moi, c'est très important. Voilà. Et puis, les personnes qui ont rejoint le Fab Lab continuent-elles à fréquenter la Bibli pour d'autres choses que le Fab Lab? C'était pas ça que j'avais vu avant. Voilà. Est-ce que l'on ne vient pas alors à créer en bibliothèque ce qui se crée déjà dans les tiers-lieux qui pratiquent déjà ces activités? Fab Lab, couture, atelier langue. Mais alors, tout à fait d'accord. Sauf qu'à Blasimont, il n'y a pas de tiers-lieu. Donc, ça a complètement du sens que la bibliothèque, lieu d'échange ou de rencontre, propose ces espaces-là, à partir du moment où effectivement on reste quand même. C'est bloqué. Ah, c'est bloqué pour vous aussi? Moi, je n'entends plus Sophie. Oui, c'est bloqué. Bon, Ça y est. bon, c'est revenu? Oui. Oui, il y a des échanges entre les activités des uns et des autres. Il y a des jeunes qui sont surprenants d'intérêt, des jeunes désintéressés partout qui sont surprenants d'intérêt par rapport à la robotique parce que l'intérêt du Fab Lab aussi, c'est le côté, alors évidemment on pratique pas du tout en ce moment avec le Covid, mais manipulation manuelle. Hein. Et donc il y a des jeunes alors qui sont étonnants, hein, qui se sont révélés dans l'activité manuelle dans la bibliothèque, donc, à qui ça permet de dépasser des étapes. Voilà. Je rebondis sur votre évocation du Covid et du confinement, puisque j'ai vu passer une question qui disait, je crois, peut-on co-construire en ces périodes de restriction? Ouais. Si je puis me permettre, on peut toujours continuer à imaginer un futur meilleur et plus libre. Ouais. Et la co-construction reste, à mon avis, envisageable dans la mesure où l'on peut mettre en place des protocoles et on y arrive. Je crois qu'on se donne tous actuellement énormément de mal pour continuer à accueillir le public en mettant un maximum de liens possibles, malgré tous les ennuis que cela nous occasionne. Donc je crois que plus que est-ce qu'on peut, je crois qu'on doit continuer. Mais je laisse la parole à Sophie et Yann. Ouais, il y a toujours des solutions. Alors le Fab Lab, effectivement, il a été mis entre parenthèses. Autant la bibliothèque a réouvert à la fin du confinement, donc le 11 mai, on a été présent avec une évolution dans les services, hein. Mais le Fab Lab est resté fermé et depuis mercredi, là, donc hier, on a quand même relancé une activité, vivre, hein, parce qu'il faut être vivant et actif. Et donc là, il n'y a pas de manipulation d'objets. L'idée, c'est de partir dans le mapping vidéo. Donc, on ne touche que des ordinateurs et la visionneuse. Et bien, la jauge était très basse, hein, puisqu'on pouvait accueillir à cet atelier que 2 personnes. Il y a eu 2 personnes. Et à la fin, ils ont décidé de créer un projet. Donc, je vous l'annonce en avant-première, d'illumination de la façade de la bibliothèque. Voilà. Donc, il y a toujours. Et donc là aussi, on est parti d'un atelier où on propose aux gens de s'initier au mapping vidéo. Et en 1h30 d'atelier, ça se transforme en un projet de création d'une animation, d'une illumination de la façade de la bibliothèque. La co-création, elle est sous-jacente à toute activité, en fait. Voilà. Julie, moi, c'est pas comme ça que j'avais compris la question de Mélanie. J'avais compris de cette façon-là.
est-ce que dans les plans d'un éventuel confinement futur, on ne pourrait pas réfléchir avec les publics à quel serait le rôle de la bibliothèque en période de confinement? Enfin, moi, je l'ai compris comme ça, parce qu'en fait, on a tous plongé la tête la première au moment où ça a été fermé. Dites-moi si je me trompe dans mon interprétation, Julie. Moi, c'est que je l'ai vu passer, mais j'ai pas eu l'occasion de la relire. Alors, c'était de mémoire, donc vous avez sans doute raison. Voilà. Donc, il me semble qu'on pourrait la comprendre comme ça, de dire est-ce qu'on ne pourrait pas mouiller les lecteurs, appliquer les lecteurs dans la réflexion autour d'une bibliothèque confinée et de quel service ils voudraient voir continuer. Ah, Mélanie nous dit oui, c'est ça. Bon, ben, ça y est, on y est. Julie, vous pouvez préciser le nom de la bibliothèque en Hollande? Oui, ça s'écrit comme ça, se prononce Zoetermeer. Z-O-E-T-E-R-M-E-E-R. Je crois, le Cube. Et j'avais écrit un article dans Bibliothèque pour l'ABF l'an dernier, pour le numéro d'automne 2019, je crois. 2018. Ouh là là, ça remonte. Ok. J'avais une question qui me semble importante d'aborder. Quelle a été l'implication de votre collectivité, de votre élu dans ces projets? Puisque j'imagine que c'est des projets qui demandent à être portés, encouragés ou au moins acceptés, ou non, c'est passé dans les mœurs finalement et ça se passe de l'autorisation de qui que ce soit, on ne marche plus sur des œufs. Alors, nous, de notre côté, en tout cas à cette époque, j'espère que ça n'a pas changé puisqu'on vient de changer l'équipe municipale. Je ne pense pas que ça ait changé. Nous avons toujours eu de très bonnes relations avec notre élu à la culture, qui était toujours partante pour des innovations. Et donc, ça n'a pas été du tout difficile. C'est des choses qui sont évoquées en commission culturelle, qui rencontrent l'approbation de tout le monde sans difficulté. Ce genre de choses. J'ai vu passer tout à l'heure une question sur la grémothèque, alors peut-être qu'on pourra revenir après. Malheureusement, je crois que nous allons manquer de temps. D'accord. Il est déjà 15h30 et malheureusement, on a perdu énormément de temps au démarrage et ça, on s'en excuse encore beaucoup auprès de vous et auprès des participants. Hein, ça nous a pris des minutes qui auraient été passionnantes justement pour parler des activités que vous avez développées avec les publics. Maintenant, merci pour vos compliments en ligne. C'est vrai que ces échanges étaient très riches et ils sont enregistrés. Donc, on aura l'occasion de pouvoir revenir dessus et peut-être pour les participants de prendre contact avec les intervenants pour continuer ensemble la discussion. Merci beaucoup à Julie d'avoir animé ce débat. Julie Calmu de Bordeaux. Merci à Yann Baptiste. Merci à Sophie Paris de Blasimont. Et une très bonne suite de la journée de l'inventivité à chacun. Juste pour ceux qui ne resteraient pas, en ligne, vous avez le catalogue des 5 ans des projets inventifs des 5 dernières années qui est sur le site d'Alca, ainsi que tous les projets inventifs de cette année qui ont été développés pendant le confinement. Voilà, merci beaucoup et à tout bientôt. Merci. Merci. Merci à vous, merci pour l'invitation.